Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire Les 10 pratiques qui favorisent l'agilité et le bien-être au travail. Juste avant de se lancer dans le contenu, si jamais vous éprouvez des problèmes techniques, si vous avez des problèmes de son, on a un technicien via Samuel qui est là pour vous aider. La durée du webinaire sera d'environ 40-45 minutes. On aura du temps donc pour une période de questions. Alors, on se lance. Mon nom est Catherine Julie Charrette. Je fais du coaching, de la formation et du conseil en développement organisationnel. Et depuis quelques années, je m'intéresse particulièrement à l'agilité au niveau des pratiques de gestion. Donc, c'est quoi ça, l'agilité au niveau des pratiques de gestion? Parce qu'on parle beaucoup d'agilité en gestion de projet. Moi, en fait, c'est plutôt au niveau des pratiques de management, donc les innovations managériales qui m'intéressent pour transformer les organisations afin qu'elles soient plus agiles. Alors, vous allez, à travers ce webinaire, découvrir l'agilité organisationnelle à travers 10 pratiques qui favorisent le bien-être des employés, 10 pratiques qui proviennent de ces organisations qui ont fait le virage vers l'agilité. Alors, avant de se lancer dans les pratiques, je vous propose qu'on se donne une définition de ce qu'est le bien-être au travail, parce qu'il en existe une, c'est celle de l'Organisation mondiale de la santé, qui dit que le bien-être au travail, c'est un état d'esprit caractérisé par une harmonie satisfaisante entre, d'un côté, les aptitudes, les besoins et les aspirations du travailleur, et de l'autre, les contraintes et les possibilités du milieu de travail. Donc, pour résumer ça, en fait, le bien-être au travail, c'est fortement lié à la satisfaction de l'employé. La satisfaction, c'est très large, puis ça varie d'un individu à l'autre. Donc, pour certaines personnes, ce qui va faire qu'ils vont être satisfaits bien au travail, ça va être plutôt les avantages sociaux, le salaire, la manière de travailler, les procédures de l'organisation. Et pour d'autres, puis on sait que les prochains facteurs dont je vais vous parler, ce sont ceux qui ont une incidence positive et une plus grande incidence en fait sur le bien-être des employés. Ce sont des facteurs liés, par exemple, aux relations interpersonnelles, au sentiment de compétence, au sentiment d'utilité et la perception, d'avoir la perception qu'on est reconnu pour le travail qu'on fait dans l'organisation. Alors, on va approfondir ces 4 derniers éléments-là à travers les 10 pratiques qui suivent, mais d'abord, j'aimerais vous poser une petite question. D'après vous, est-ce que c'est à l'entreprise de se soucier du bien-être de ses employés? Alors, vous aurez le choix de répondre par oui ou par non. Et je serais très curieuse d'avoir des précisions par rapport au choix de votre réponse. Donc, profitez du chat pour indiquer qu'est-ce qui fait que vous dites oui, qu'est-ce qui fait que vous dites non. Alors, c'est parti. On va avoir un petit graphique qui va nous indiquer donc vos réponses, les proportions de... Et je regarde, non, c'est au gestionnaire. OK, intéressant. Responsabilité partagée. Alors, allez-y, partagez vos réponses. C'est très intéressant de vous lire. Responsabilité partagée, c'est au leader. Oui et non. Hein? Très intéressant. Alors, une majorité d'entre vous dites que oui. Donc, 60% d'entre vous, plus de 60% d'entre vous dites que c'est à l'entreprise de se soucier du bien-être et les autres, eh bien, on a des réponses en soit des non, soit responsabilité partagée. Alors, le bien-être au travail, on peut dire que c'est la tendance en ce moment. J'imagine que la plupart d'entre vous, vous en avez entendu parler. Pourquoi? Ben, voici quelques données pour illustrer à quel point c'est devenu une préoccupation, mais à quel point aussi ça rapporte pour
les individus et pour les organisations de se préoccuper du bien-être des employés. Alors, ici au Québec, il y a eu un concours du magazine L'Actualité en octobre qui a décerné le prix leader de la croissance à 20 entreprises québécoises qui ont dit être préoccupées par le bien-être de leurs employés. Une autre étude récente stipulait que 91% des DRH constataient une amélioration de l'ambiance au travail et 86% de plus grande productivité en ayant mis le bien-être au cœur de la stratégie de l'organisation. Ensuite, l'ambiance et le bien-être au travail, c'est le deuxième critère le plus important pour les étudiants dans le choix de leur futur métier, donc c'est pas rien. Et enfin, 89% des employés disent être plus motivés lorsque leur employeur prend en considération leur bien-être. Alors, quelles sont les pratiques qui peuvent être mises en place pour favoriser le bien-être? Alors, on commence avec la première, qui est la simplicité. Nos structures organisationnelles, dans une grande majorité d'organisations, découlent de Taylor. Ce sont des organisations qu'on appelle des organisations mécaniques, donc avec beaucoup de procédures, de processus, de règles qui ont permis de standardiser le travail. Ça fonctionnait bien à l'époque où l'environnement était stable, où l'environnement était prévisible, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, on peut simplifier grandement nos organisations et c'est à la portée de tous parce que, oui, pour simplifier, on peut aplanir la structure. Puis ça, c'est une décision qui va être prise par la haute direction, bien entendu. Mais dans nos équipes, on peut s'occuper de simplifier comment on fait le travail en éliminant, en questionnant des complications, par exemple, qu'on rencontre dans notre travail. On sait, juste pour vous donner quelques chiffres pour illustrer à quel point on perd du temps avec les complications dans nos organisations, il y a une étude du Boston Consulting Group qui a révélé que pour un gestionnaire dans une organisation compliquée, 40% de son temps est consacré à la rédaction de rapports et 30 à 60% de son temps, il le perd à coordonner des réunions. Donc, ce ne sont pas des activités qui ajoutent de la valeur et on peut tous avoir une influence pour simplifier nos organisations ou la façon dont on travaille dans une équipe. Je pense que si Fayol, Deming, Drucker, qui sont les grands penseurs du management, étaient encore vivants aujourd'hui, ils s'étonneraient de voir à quel point leurs pratiques, leurs concepts sont encore profondément ancrés dans nos organisations alors que le monde a bien changé. Donc, avant de proposer un nouveau processus dans votre organisation ou dans votre équipe de travail, pensez-y parce que ajouter quelque chose qui n'est pas utile, pour moi, c'est aussi dommageable que d'éliminer quelque chose qui est utile. Alors, simplifions nos organisations pour redonner aussi du sens, parce que ce que ça a fait, toutes ces complications-là, cette structure hiérarchique, ça a créé aussi beaucoup de spécialistes dans nos organisations qui sont déconnectés des objectifs pour lesquels ils travaillent. Donc, en simplifiant, on va reconnecter les gens aux objectifs de l'organisation, on va reconnecter les gens aux clients, aux bénéficiaires des services et des produits que vous livrez dans votre organisation. Prochaine pratique, alors c'est l'autonomie et le contrôle. Alors, pour une grande majorité de gens, c'est important d'être responsable de leurs actes. Les gens ont besoin de sentir qu'ils jouent un rôle utile. Les gens ont besoin d'avoir du contrôle sur ce qu'ils font et sur comment ils le font. Il y a de nombreuses études qui l'ont démontré. Par exemple, il y a une étude en Suède qui a été faite auprès de 8500 cols blancs. Dans cette étude-là, qu'on a fait après une importante réorganisation, il y avait 12 problèmes de santé qui étaient évalués suite à cette réorg. Et on a observé que les gens, donc ces cols blancs qui avaient le plus d'influence et de contrôle sur leurs tâches, n'avaient pas
subi donc les mêmes problèmes de santé. Donc, 11 sur 12 des problèmes de santé qui avaient été évalués, ils ne les avaient pas subis. Donc, c'est pas rien. On a aussi observé que ces gens-là étaient moins absents suite à la réorg et avaient moins souffert de dépression. Donc, c'est fondamental de redonner de l'autonomie et du contrôle aux gens dans nos organisations. Parce que, imaginez, par exemple, quelqu'un qui travaille sur une tâche pour laquelle il y a peu ou pas de contrôle. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça veut dire que cet employé-là, il ne peut pas apprendre, il ne peut pas s'améliorer parce que s'il n'y a pas de contrôle, il ne peut pas prédire les résultats qu'il va obtenir en faisant sa tâche. Alors, si l'employé ne peut pas prédire les résultats qu'il va obtenir, comment peut-il tirer des leçons des comportements ou de la manière dont il réalise sa tâche? Donc, le contrôle, ça sert à ça. Ça permet aux gens de se développer, d'apprendre, de devenir meilleurs. On sait aussi que les gens qui n'ont pas de contrôle dans leur tâche, qu'est-ce que ça fait? Ça crée plus de stress, plus d'anxiété, donc plus de dépression. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans nos organisations par rapport à ça? Diminuer les contrôles, hein, comme par exemple beaucoup de règles, de procédures, de processus qui doivent être suivis à la lettre, même quand l'employé sait que son gros bon sens lui dit là, que ce n'est pas ce qui devrait être fait. Donc, diminuons ces contrôles-là pour redonner de l'autonomie aux individus et aux équipes de travail. Alors, ça va grandement aider au bien-être de nos organisations. Ensuite, on ne peut pas parler d'autonomie et de contrôle sans parler de leadership. Alors, on sait que la grande majorité des gens ne quittent pas leur travail, ils quittent leur patron. On sait aussi qu'au Canada, une des causes importantes du désengagement chez nos employés, c'est le manque de confiance envers leur patron. Alors, il est temps qu'on questionne le style de leadership dans nos organisations. J'ai vu récemment un bon TED Talk. Peut-être que vous connaissez le site TED.com. C'est un site où est-ce qu'on a de belles conférences très enrichissantes. Et il y a une dame qui s'appelle Linda Hill qui parlait du leader de demain. Puis elle a une belle métaphore pour illustrer le rôle du leader de demain. Elle dit que c'est au leader de mettre la scène pour permettre aux employés de performer sur la scène. C'est ça que le leader d'aujourd'hui doit faire. Donc ici, on parle d'un leadership serviteur, on parle d'un leadership partagé. C'est de ça dont on a besoin dans nos organisations. Parce que dans un monde complexe comme celui d'aujourd'hui, c'est utopique de croire qu'une seule personne ou un petit comité de personnes a les connaissances et les compétences nécessaires pour faire face aux défis auxquels nos organisations sont confrontées. Alors, le leadership, le leader d'aujourd'hui, il doit travailler à développer ses employés pour qu'à leur tour, ils puissent exercer un leadership. Ils doivent faciliter le travail des gens en éliminant des obstacles, en coachant aussi les individus qui travaillent avec eux. Donc, un coach, hein, juste pour le préciser parce que c'est important de le savoir, c'est un terme qu'on utilise dans beaucoup de contextes, mais c'est quelqu'un qui pose des bonnes questions. Alors, le leader coach, au lieu de trouver les solutions, il va poser les bonnes questions pour amener les gens à trouver leurs solutions. Le leader aussi, c'est celui qui va inspirer, qui va donner la direction. Voici vers où on s'en va. Maintenant, à vous de jouer, à vous de voir comment on va s'y rendre. OK? Puis, bien sûr, le leadership, dans nos organisations, on aura besoin de gens qui savent déléguer et de gens surtout qui savent faire confiance. Parce que la confiance, c'est essentiel pour pouvoir déléguer et être agile aussi. Une dernière chose aussi, c'est, j'aimerais citer Steve Jobs parce qu'il y a une citation, il y en a plusieurs citations très intéressantes, mais Jobs a dit ça n'a aucun sens d'embaucher
les meilleurs dans nos organisations pour leur dire quoi faire. On devrait embaucher les meilleurs pour qu'ils nous disent quoi faire. Alors, soyons conscients, on a tous la capacité d'exercer du leadership. Puis dans l'organisation agile, justement, ce qui caractérise ces organisations-là, entre autres, c'est qu'on est tous parfois leaders, parfois followers. Hein, les rôles vont changer en fonction des besoins, des opportunités du moment. Alors, prochaine pratique, c'est le sens. Alors, le sens comme dans direction. Alors, c'est important de savoir dans quelle direction l'organisation veut aller pour les employés. C'est très rassurant, d'une part, de savoir qu'on travaille pour devenir les meilleurs. On travaille pour offrir le meilleur service client. Quand on a une mission dans la vie, si vous, par exemple, en 2019, vous souhaitez devenir un pro au golf, par exemple, ben, vous allez être à l'affût des opportunités, vous allez être à l'affût des cours qui vont vous permettre d'atteindre, de réaliser cette mission-là. Alors que tout le monde dans l'organisation sache où l'organisation s'en va, ça donne du sens. De savoir aussi, ce qui donne du sens aussi, c'est de faire quelque chose qu'on aime. Donc, si vous avez la chance d'aimer votre travail, ça veut dire que votre travail est significatif pour vous. Ça veut dire que c'est important pour vous. Vous savez pourquoi vous vous levez le matin, ça vous motive et ça donne du sens à votre vie. Sens aussi parce que pour une grande majorité de jeunes, hein, ils refusent de travailler dans des organisations qui ne respectent pas leurs valeurs. Alors, c'est pour ça que de plus en plus d'organisations affichent leurs valeurs sociales, leurs valeurs par rapport à l'environnement. Je pense à Patagonia, par exemple. Patagonia, c'est un excellent exemple d'organisation qui affiche fièrement ses valeurs et qui va même jusqu'à choisir de travailler avec des fournisseurs qui sont en adéquation avec leurs valeurs, tant sur le plan social qu'environnemental. Alors, ça aussi, ça favorise le bien-être au travail quand on a une organisation qui est en adéquation avec nos valeurs. Ensuite, l'ouverture. Alors, quand on parle d'ouverture, on fait référence à la gestion de la diversité. C'est une préoccupation très importante dans nos organisations aujourd'hui parce que, d'abord, il y a plusieurs générations qui se côtoient dans le marché du travail. Parce qu'on a des gens d'origines différentes qui travaillent avec nous. Mais aussi, on a besoin d'ouverture pour pouvoir explorer, je dirais, les nouvelles façons de penser, les nouvelles façons de travailler. Pourquoi? Parce que ce qui est important pour les organisations aujourd'hui, pour pouvoir attirer et retenir les meilleurs, ben, c'est de créer un environnement de travail où chacun va se sentir important, chacun va se sentir valorisé et reconnu pour ce qu'il est. Alors, l'ouverture, en plus de faire en sorte qu'on va pouvoir se côtoyer puis bien travailler ensemble, même si on a une équipe qui est très hétérogène, et on le sait, les équipes hétérogènes représentent un défi de gestion, mais elles sont beaucoup plus créatives et elles reflètent la clientèle pour la majeure partie des organisations. Donc, pour pouvoir rassembler tout ce monde-là, eh bien, il faut explorer d'autres façons de faire. Alors, s'ouvrir aux points de vue différents, s'ouvrir aux hypothèses de travail différentes, s'ouvrir aux nouveaux comportements, aux nouvelles perspectives, et tout ça prend donc beaucoup d'ouverture. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler l'ouverture dans nos organisations? Bien, je vous donne l'exemple d'un ministère belge. J'ai habité en Belgique pendant quelques années, puis là-bas, le ministère de la Sécurité sociale, qui est l'équivalent de l'assurance maladie ici, s'est transformé. Ils ont été forcés de le faire parce qu'il n'y avait plus personne qui appliquait pour travailler dans leur ministère. Et donc, ils se sont questionnés sur les besoins des gens
au niveau du travail. Alors, ce qu'ils ont constaté, c'est que les gens voulaient travailler de la maison. Ils voulaient ce qu'ils appellent un feel at home office, donc un environnement de travail confortable. Ils voulaient des relations authentiques avec leurs collègues, leurs patrons. Ils voulaient des technologies de pointe, donc des bons outils, des outils performants. Alors, ils se sont réinventés, puis le ministre s'est dit, par exemple, qu'il faisait le même travail que tout le monde, puis qu'il n'y avait pas besoin d'avoir un bureau fermé. Donc, c'est un endroit, le ministère, où est-ce qu'il n'y a pas de bureau assigné, il y a des salles, il y a des endroits de collaboration, des endroits plus tranquilles. Et donc, cette transformation dans ce ministère-là, qu'est-ce que ça a donné? Bien, aujourd'hui, ce ministère-là a augmenté sa productivité de plus de 20 je regarde mes statistiques parce qu'il y a de belles statistiques. 69% des gens travaillent de la maison et c'est un choix. Ils peuvent venir au bureau comme ils peuvent travailler de la maison. Ils ont eu une augmentation de plus de 500% du nombre de candidatures spontanées, donc c'est quasiment ingérable, comme ils disent. Ils ont diminué de 75% les départs volontaires. Dans leur organisation, la moitié des leaders sont des femmes. 39% des fonctions supérieures sont occupées par des femmes. Et j'arrive au bien-être, 88% de la population, donc tous les postes confondus, donc la population du ministère se disent heureux ou très heureux. Et 84% des gens qui travaillent dans ce ministère recommanderaient à un ami de travailler dans ce ministère. Alors ça, c'est un bel exemple parce que si la fonction publique a pu le faire, tout est possible, n'est-ce pas? Aussi, d'autres choses que je vois dans les organisations pour stimuler l'ouverture, que je trouve très intéressante, c'est des organisations qui vont offrir des cours à leurs employés, des cours de piano, d'artisanat, de cuisine, juste parce qu'ils veulent que leurs employés soient bien, qu'ils soient bien, peu importe leurs intérêts. Fait que ça, c'est des petites choses aussi qui peuvent être faites, qui vont définitivement avoir un impact sur l'ouverture et le bien-être de vos employés. Prochain point, c'est l'apprentissage. Alors, c'est un besoin fondamental de l'être humain que d'apprendre, de se développer pour devenir meilleur dans ce qu'il fait. Donc, la formation, le coaching, je vois aussi de plus en plus de mentorat inversé pour justement réconcilier les besoins des plus jeunes générations avec les besoins des autres générations qui sont sur le marché du travail depuis très longtemps. Donc, c'est très intéressant parce qu'il y a un réel échange. Donc, autant le jeune et le plus senior doivent partager leur savoir et leur savoir-faire. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être fait pour développer l'apprentissage dans vos organisations, valoriser les idées de chacun et miser sur l'intelligence collective dont on a tant besoin pour relever les défis auxquels nos organisations sont confrontées. Prochaine pratique, c'est la collaboration. Donc, vous avez peut-être déjà entendu l'acronyme VICA. Donc, V-I-C-A, V pour volatile, I pour incertain, C pour complexe et A pour ambigu. En fait, c'est un acronyme qu'on utilise pour qualifier l'environnement dans lequel nos organisations évoluent. Donc, l'environnement actuel, il est changeant. C'est en grande partie dû aux technologies qui sont omniprésentes dans tous les domaines d'affaires aujourd'hui. Donc, les organisations, pour survivre, parce que c'est devenu une question de survie, qui auront développé la capacité à collaborer dans leur organisation auront définitivement un avantage compétitif par rapport aux autres. L'innovation, parfois, on a cette image-là du mythe de l'homme seul ou la femme seule dans sa caverne, que l'idée brillante, c'est pas comme ça que ça se passe. L'innovation vient souvent d'une combinaison d'idées qui mènent à des solutions jamais vues. Alors, collaborer
permet aux organisations d'innover. Et ce qu'on fait dans les organisations pour développer la collaboration, en plus d'organiser des formations, en plus d'organiser des activités de team building, des rencontres comme des 5 à 7, parce que le fait de se côtoyer autrement qu'en faisant une tâche va définitivement favoriser la collaboration. Je pense à W.L. Gore, qui est une entreprise de 8000 employés quand même. Donc, eux, ce qu'ils font, ils donnent quelques semaines à leurs nouvelles recrues pour découvrir l'organisation, voir quels sont les projets dans l'organisation, et ils leur offrent l'opportunité de proposer, de s'impliquer dans un projet qui les intéresse. Donc, ça, c'est quelque chose que l'on peut faire. Puis ça peut venir aussi de l'employé, ça. Donc, l'employé qui manifeste son désir de s'impliquer dans un projet, c'est quelque chose qui est à la portée de tous. Puis, je vois aussi beaucoup d'organisations qui, pour favoriser l'intégration, mais aussi la collaboration par la suite, vont donner le choix de leurs futurs collègues aux employés. Donc, c'est l'employé qui passe l'entrevue et c'est l'employé ou les employés qui vont recommander le futur candidat. Donc, voilà pour la collaboration. Faire partie d'une équipe, ça développe donc le sentiment d'appartenance à l'organisation, mais c'est aussi un autre des besoins de l'être humain. 8e pratique, la reconnaissance. Donc, la reconnaissance, c'est aussi un autre des besoins. Ça répond quand on se fait dire que ce qu'on fait est utile, quand on se fait dire qu'on fait du bon travail. Ça répond à un besoin humain. Donc, on sait que la reconnaissance fait du bien autant pour celui qui l'émet que celui qui la reçoit. Et les petites phrases qui apparaissent sur votre PowerPoint, ce sont des phrases qu'on entend fréquemment au sein des équipes performantes. Donc, des gens qui se demandent, toi, qu'est-ce que tu en penses, qui se disent, tu as fait du bon travail, qui se questionnent par rapport à ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'on est satisfait de notre expérience? Est-ce que, par exemple, ça c'est une question que vous aurez peut-être envie de vous poser, est-ce qu'on a géré cette rencontre-là ou ce meeting-là efficacement aujourd'hui, donc pour être en amélioration continue, ou reconnaître que notre collègue a géré sa rencontre efficacement. Je prends cet exemple-là parce que j'entends tellement de gens me dire qu'ils perdent beaucoup de temps dans leur rencontre. Donc, je sais que c'est une question qui plaît à beaucoup d'entre vous et qui est fort utile. Donc, je reviens à la reconnaissance des gens qui se disent « Je te fais confiance, tu vas pouvoir réussir à relever ce défi-là. J'apprécie ton humour parce que la reconnaissance, c'est pas juste pour le travail qui est effectué ou les efforts qui ont été faits, c'est la reconnaissance de la personne aussi. Quelqu'un qui fait une blague dans une rencontre quand la tension est élevée, ben, c'est fort utile parce que rire ensemble, ça rassemble, ça diminue les tensions. Et des gens qui se demandent de quoi tu as besoin pour réussir, puis qui se disent merci. C'est très important et ça favorise le bien-être dans nos organisations. Ensuite, l'équilibre. Quel beau mot. Donc, il y a beaucoup d'initiatives dans nos organisations qui sont prises pour favoriser l'équilibre dans nos milieux de travail. On entend beaucoup parler d'horaires variables, d'horaires flexibles, d'horaires comprimés. Des gens qui ont des banques de congés qu'ils peuvent utiliser comme ils le souhaitent, mais aussi chez GSoft, entre autres, parce qu'ils ne sont pas les seuls à le faire, on a plus de banques de jours de maladie ni de vacances. Donc, on fait confiance aux gens pour prendre des vacances quand ils veulent, en autant que ça ne nuise pas à leurs collègues, hein, puis en autant qu'ils atteignent leurs objectifs. Mais aussi, pour favoriser l'équilibre dans les organisations, on offre des massages sur le lieu de travail, on peut se faire couper les cheveux sur les lieux de travail, on a un service de nettoyage aussi sur le lieu de travail de traiteur. Je vois aussi dans les organisations des gens qui ont mis des stations où est-ce qu'on peut marcher en travaillant, hein, des stations de marche avec une tablette pour travailler, des gros ballons pour être encore plus à l'aise, plus confortable.
Je vois des salles de jeu, mais aussi des salles de repos, des cours de yoga, des cours de gym. Donc, c'est très, très varié. Ça peut sembler anecdotique tout ça, mais pourtant, il y a une tendance autour donc des conditions qui vont favoriser l'équilibre entre le travail et la vie privée. C'est très valorisé et très recherché par les employés. Donc, c'est une façon non seulement de favoriser le bien-être, mais aussi de démarquer par rapport aux autres employeurs. Puis comment on lance ça? Hein, ces pratiques-là, ben, la plupart des organisations, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé aux gens ce dont ils avaient besoin. C'est ça le point de départ de ces démarches-là. Eux vont vous le dire. Les gens savent de quoi ils ont besoin pour être bien. Prochain truc, alors, c'est les relations. Hein, je vous cite Newton qui disait « Les hommes construisent trop de murs, pas assez de ponts ». Nos communications sont très digitalisées. Hein, donc, je vais dans les organisations souvent, puis les gens se sont peu vus, même parfois pas croisés, mais par contre, ils se connaissent par courriel. Puis, ben, les relations qu'on tisse à travers les courriels, c'est pas des relations qui sont très solides, hein, parce que ce sont des échanges qui restent très conformes, hein, parce qu'on ne s'est jamais vu, on ne sait pas trop à qui on a affaire, donc ça ne permet pas d'avoir des relations authentiques, de vraies relations avec les collègues. Or, on le sait qu'une bonne communication, c'est vital pour pouvoir bien travailler ensemble. Donc, comment bâtir des relations authentiques dans nos organisations? Bien, chez Zappos, j'aime bien, moi, ce qu'ils ont fait. Zappos, c'est une compagnie américaine qui vend des chaussures en ligne. Puis ils ont eu une très, très forte croissance et une croissance très, très rapide. Puis ce qu'ils ont fait, eux, pour créer des liens entre toutes ces nouvelles personnes qui arrivaient dans leur organisation, ils ont créé une application qui faisait que quand tu arrivais à ton ordinateur le matin, tu allumais ton ordinateur et tu avais la photo d'un collègue et tu avais 3 noms. Et peu importe si ta réponse était bonne ou pas bonne, il y avait une fiche descriptive de ton collègue qui apparaissait. Donc, quand tu croisais ce collègue-là par la suite, ben, tu avais de quoi l'aborder, entamer une discussion. Donc, ça, c'est une initiative qui a été faite et que je trouve très intéressante pour développer des relations au sein de nos organisations. Mais encore une fois, il n'y a pas de secret. Pour développer des relations, bien, il faut se côtoyer. Et se côtoyer à l'extérieur du travail, c'est fort utile pour vraiment avoir des liens authentiques, avoir de la transparence, puis favoriser le travail dans nos organisations. Puis, parfois, il y a des gens avec qui c'est un petit peu plus difficile. Je crois que c'est Lincoln qui disait d'aller déjeuner avec ses pires ennemis. Quand on fait ça, ben, on se rend compte bien souvent qu'on a des affinités avec ces gens-là, on a des choses à apprendre de ces gens-là. Donc, pourquoi ne pas aller déjeuner avec un collègue prochainement pour commencer à tisser des liens, puis favoriser le travail, puis être plus souvent dans le plaisir, parce que c'est ça que ça fait quand on a de bonnes relations avec nos collègues au travail, c'est que non seulement on est plus souvent dans le plaisir, mais quand on a des problèmes à résoudre aussi, on les résout pas mal plus facilement que par courriel ou avec des gens qu'on n'a jamais côtoyés. Donc, qu'est-ce que toutes ces pratiques ont en commun? Eh bien, ces pratiques, elles visent le bien-être, puis sans confiance, c'est très difficile d'avoir une organisation où les gens se sentent bien. Alors ici, vous avez des données vraiment intéressantes. Hein. On a comparé des organisations où le niveau de confiance était faible à des organisations où le niveau de confiance était élevé. Et regardez, hein, dans ces organisations où est-ce que le niveau de confiance était élevé, 74% de stress chez les employés, 40% moins de burn-out, 13% moins de journées de maladie. Les gens sont 106% plus, 106% plus d'énergie au travail, ils sont 50% plus productifs, 76% plus engagés, 29% plus satisfaits de leur vie en général. Alors, c'est pas rien tout ça et ça vaut la peine donc de
bâtir nos organisations sur la confiance. Et ça, ben, c'est un trait qu'ont en commun les organisations agiles, parce que pour devenir agile, il faut faire confiance. Les organisations qui sont agiles au niveau de leur pratique de gestion, elles, elles ont éliminé beaucoup de contrôles, elles ont lutté contre la bureaucratie et elles ont donné des responsabilités aux gens dans leurs organisations. Donc, l'agilité organisationnelle favorise le bien-être pour toutes les raisons dont je vous ai parlé aujourd'hui, mais elle permet aux employés aussi de réaliser leurs aspirations tout en adressant les préoccupations des dirigeants de nos organisations. Donc, voilà pour ces pratiques de gestion qui favorisent le bien-être et qui sont une invitation finalement à vous lancer dans des pratiques du 21e siècle et ainsi avoir des employés qui sont bien et attirer de nouveaux employés puis pouvoir les garder parce que ça aussi c'est très important dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Alors, j'ai terminé et je vous laisse la place. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Avant, pendant que vous écrivez vos questions, je vous invite à aller voir le cours Agilité organisationnelle si vous voulez en savoir davantage sur le sujet. Ce cours sera offert dans les prochains mois à Montréal, à Québec et à Gatineau. Et vraiment, c'est une opportunité de découvrir ce qu'est l'agilité organisationnelle, mais aussi de se questionner sur les pratiques de gestion du 21e siècle, celles qui vont permettre à votre organisation de performer ou encore à votre équipe de travail de performer. Donc, j'attends vos questions. Vous êtes bien gentils. Puis, si jamais il n'y a pas de questions, ben avant que vous quittiez, je vous souhaite une très belle fin d'année à tous et à toutes. Et j'ai une question. Parfait. Alors, selon vous, quel est le pourcentage d'entreprises québécoises qui ont adopté une structure organisationnelle agile? Malheureusement, je n'ai pas de données là-dessus. Je sais qu'il y en a plusieurs, je peux vous en nommer. Il y a Régitex, par exemple, qui est une entreprise qui est en Beauce, qui est leader dans son domaine. Ils sont dans le secteur manufacturier. Également, dans le secteur manufacturier, il y a Cimertech qui a adopté des pratiques agiles. Donc, encore une fois, c'est agile. Donc, encore une fois, c'est des organisations qui ont vraiment aplani leur structure organisationnelle, qui ont des équipes qui sont auto-gérées, donc qui prennent des décisions par rapport à toutes les facettes de leur entreprise, que ce soit l'embauche, la gestion de la qualité, les objectifs, etc. Il y a Cascade aussi, qui a aussi intégré beaucoup de pratiques agiles. Il y a GSoft qui en fait partie. Donc, je cite des entreprises du secteur manufacturier parce qu'il n'y a pas que les boîtes en techno qui ont adopté des pratiques agiles. Je vois qu'il y a des organisations agiles partout à travers le monde, dans tous les domaines d'affaires, et c'est aussi accessible pour des organisations de toute taille parce que, comme exemple, je pourrais vous donner GE Aviation ou des boîtes comme Harley Davidson, qui sont des grandes organisations qui gèrent leur organisation avec des pratiques managériales agiles. J'ai une autre question. On se demande s'il sera possible d'avoir une copie de la présentation pour faire la promotion du cours. Oui, bien sûr. Alors, vous allez recevoir un courriel tout à l'heure avec le lien vers le webinaire.
pour le réécouter ou le distribuer. Également, vous aurez dans ce lien, dans ce courriel, un lien vers le PowerPoint. Donc, je réponds à une autre question. Desjardins, guide des bonnes pratiques disponibles en ligne sur le web. Je vous invite à reprendre le PowerPoint pour avoir les 10 pratiques. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recensé tout ça pour vous présenter ça, toutes ces pratiques pour vous présenter ça aujourd'hui, mais il n'y a pas de guide comme tel. Donc, Pierre, il semble que les organisations adoptent des modes d'allocation des bureaux qui s'éloignent du Feel at Home Office. En fait, comme je le disais, hein, c'est une tendance. De plus en plus d'organisations se réinventent pour relever les défis d'aujourd'hui. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire avant d'avoir une majorité d'organisations agiles. Mais ce qui est sûr, c'est que la plupart des organisations se questionnent sur ce que sera l'organisation de demain et ce qui doit être mis en place pour relever les défis auxquels elles sont confrontées. Je lis, est-ce que les OBNL peuvent aussi facilement être agiles à moindre coût? Oui, il y a un organisme à Montréal, merci pour cette question, Conversité, qui est agile. Donc, voici un bon exemple d'OBNL. Donc, c'est possible dans tous les types d'organisations. Je vois ici l'agilité, c'est une marque d'ouverture, de flexibilité de la part de l'employeur. Lorsque l'employé ne veut pas adhérer à cette flexibilité, on se réfère toujours à la convention collective. Que fait-on? C'est une autre très bonne question, Nadine. En fait, dans les transformations agiles, lorsqu'il y avait un syndicat, le syndicat était partie prenante de cette transformation parce que c'est noble ce qu'il y a derrière la philosophie agile. En fait, c'est de remettre l'humain au centre de l'organisation. Donc, quand les syndicats savent quelle est l'intention derrière une transformation agile, ils sont motivés à faire le changement. Donc, ça fonctionne très bien, même dans des contextes syndiqués. Comment briser le travail en silo en entreprise? Bien, une autre excellente question, Pierre. Donc, en se côtoyant, en créant des liens, parce que dans le fond, on est interdépendants dans l'organisation, puis finalement, on travaille tous pour les mêmes objectifs. Alors, en comprenant ce que mon collègue fait dans son groupe, puis en l'invitant à découvrir ce que moi je fais dans mon groupe, on brise les silos parce qu'on se rend compte qu'on a besoin les uns des autres. Puis, les équipes performantes, j'aime bien dire que ce sont des équipes composées de gens qui se préoccupent plus qu'ils s'occupent. Donc, quand je me préoccupe de ce qui se passe en amont puis en aval de ma tâche, habituellement, je deviens un meilleur contributeur donc à mon organisation parce que j'ai des perspectives plus larges que celles de ma tâche. Et ça contribue grandement à briser les silos. Et c'est quelque chose qui est à la portée de tous et dont on a tous la responsabilité. Donc, comme employé, comme gestionnaire, comme dirigeant. Donc, une autre question. Des trucs pour amener ces belles pratiques dans le contexte gouvernemental. Eh bien, il y a plusieurs choses qu'on peut faire dans le contexte gouvernemental ou privé. Déjà, je pense que comme individu, de dire ce qui nous intéresse, c'est quelque chose qu'on peut faire. Parce que déjà, quand nos employeurs savent ce qui nous motive, ce qui nous anime, il y a plus de chances qu'ils fassent des efforts pour s'adapter pour qu'on puisse le faire. Parce que si on ne fait pas ça, il y a de fortes chances que ça ne se passe pas, même si je suis d'accord, tout à l'heure, plusieurs d'entre vous avaient dit que c'est une responsabilité de partager le bien-être au travail. Donc, c'est sûr que l'employeur devrait poser la question aussi et s'intéresser aux désirs, aux aspirations de ses employés. Donc, ça, peu importe le domaine
d'affaires ou le type d'organisation dans laquelle on travaille, de s'intéresser aux besoins, aux aspirations de nos employés, c'est quelque chose qu'on peut faire qui va favoriser le bien-être et qui va permettre d'intégrer plusieurs de ces pratiques dans nos organisations. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bien, on peut s'organiser des dîners parce que je sais que dans bien des organisations, on n'a pas de budget pour s'organiser des belles activités off-site à l'extérieur du milieu de travail, des activités de team building. Bien, on n'a pas besoin d'avoir des moyens énormes pour pouvoir le faire. On peut s'organiser des activités à l'interne. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut faire pour créer des liens. On peut prendre le temps d'expliquer à nos collègues comment on travaille, puis s'intéresser à leur travail. Ça aussi, c'est à la portée de tous. Puis, il ne faut pas sous-estimer l'impact de petits gestes que vous allez faire au quotidien, parce qu'il n'y a pas de recette secrète pour transformer nos organisations. En fait, il n'y en a pas de recette, parce qu'il n'y a pas une organisation qui part du même point de départ. Il n'y a pas une organisation qui a une culture identique à celle de son voisin. Donc, c'est vraiment une réflexion qu'on doit avoir pour chacun d'entre vous dans vos organisations, à savoir d'abord et avant tout, qu'est-ce qu'on a envie d'être, nous autres, comme organisation? Comment on a envie de réaliser notre mission puis notre vision ensemble? Puis ça, bien, les réponses vont varier, puis c'est en fonction de ces réponses-là qu'on pourra commencer à entreprendre des changements. Puis encore une fois, je vous le dis, ces changements-là, on peut les faire au niveau de l'équipe, puis on peut les faire au niveau organisationnel. Alors, faites-vous confiance. Un geste à la fois, vous allez pouvoir amener des changements. Et quand vous entreprenez des changements, soyez à l'affût des étincelles. Cherchez des étincelles parce que dans nos entreprises, dans nos organisations, il y en a plein de problèmes. Mais il faut miser sur ce qui va bien, il faut miser sur ce qu'on fait bien. Puis ça donne envie aux gens d'embarquer, ça donne envie aux gens de se mobiliser pour aller plus loin puis exploiter les forces de l'organisation. Fait j'espère que ça répond à ta question, Josée. Je vais passer à une autre question. Donc, est-ce qu'un mode de fonctionnement matriciel en milieu organisationnel peut être considéré comme organisation agile? Bien, c'est sûr que dans nos organisations, hein, la plupart, on est passé d'un mode fonctionnel à un mode matriciel pour justement avoir plus d'agilité. Maintenant, ce n'est pas la panacée. Donc, je pense qu'en mode matriciel, on a encore, pour la plupart des organisations, à simplifier nos organisations pour devenir agile parce qu'il y a encore trop, selon moi, puis là je généralise, là, mais dans la plupart des organisations que je vois, trop de règles, de procédures et de processus. Puis c'est utopique de croire que c'est le niveau de règles, de procédures et de processus qui vont nous permettre de gérer la complexité. Pour gérer la complexité, de quoi on a besoin? On a besoin d'employés engagés puis animés par la mission de leur organisation. C'est de ça qu'on a besoin pour gérer la complexité. Je regarde s'il y a d'autres questions. Serge Gosselin, est-ce qu'une liste d'outils ou de bonnes pratiques est disponible pour... Bien, j'en ai nommé plusieurs dans le webinaire. Je ne sais pas quelle est votre préoccupation particulière, mais ces 10 pratiques-là vont vous permettre de favoriser le bien-être dans votre organisation, mais aussi de développer l'agilité. J'essaie de penser à d'autres aspects qui pourront vous permettre de le faire. J'ai le goût de vous inviter à participer à la formation agilité organisationnelle, bien entendu, parce que dans cette formation, on va comprendre ce que c'est l'agilité organisationnelle, mais on va aussi explorer plusieurs démarches de transformation vers l'agilité qui ont été entreprises ici au Québec, mais ailleurs dans le monde, pour se questionner ensuite sur ce que vous pouvez faire dans votre organisation pour commencer le virage vers l'agilité. Donc, voilà pour mon conseil par rapport aux bonnes pratiques pour entamer le virage vers l'agilité.
Mais merci pour vos commentaires. En tout cas, c'est très, très apprécié. Je regarde. J'ai encore d'autres questions. Est-ce un mode de fonctionnement? Est-ce que l'agilité, c'est un mode de fonctionnement? Bien, encore une fois, il n'y a pas de recette pour devenir agile, hein. Parfois, on parle du modèle Spotify. Spotify est le premier à dire, ils sont les premiers chez Spotify à dire, ne faites pas ce que nous faisons. Ils disent vraiment haut et fort qu'il n'y a pas de recette pour devenir agile et que c'est à chacune des organisations de faire ce travail de réflexion qui est nécessaire pour définir ce que l'organisation veut être et ce qu'elle doit faire pour arriver à réaliser sa mission organisationnelle. Comment réduire les règles et les contrôles lorsque les auditeurs nous forcent à en mettre en place? Comment trouver l'équilibre? C'est une excellente question. Et moi, je crois beaucoup au travail d'équipe. Je pense qu'un auditeur qui va comprendre ce que vous faites, OK, puis avec lequel vous allez travailler justement sur les solutions, va être beaucoup plus laser quant aux recommandations qu'il va vous faire. C'est-à-dire que plus il va comprendre votre contexte, plus il va comprendre comment vous travaillez, comment vous servez vos clients, ben mieux il pourra contribuer à pouvoir appliquer ces règles de conformité réglementaire. Mais je sais que c'est un défi dans beaucoup d'organisations qui sont donc soumises à des règles de conformité. Mais je tiens à vous dire que des organisations comme ING, hein, qui est une banque finalement, où ils sont soumis à beaucoup de règles et de règles de conformité notamment, ils se sont réinventés pour être agiles et donc c'est possible. Alors c'est peut-être un cas à aller voir pour vous inspirer. Je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, Vanessa, mais aussi en Allemagne, il y a un hôpital qui est agile et en Hollande, il y a aussi une firme, une compagnie qui s'appelle Buurtzorg, Buurtzorg, Buurtzorg qui est dans le domaine de la santé et c'est un merveilleux modèle d'agilité. Donc, eux, ils ont trouvé cet équilibre donc pour composer avec la conformité et offrir des soins d'excellente qualité. Et en plus de ça, chez Buurtzorg, le patient est au cœur de toutes les décisions. Et juste pour aller un petit peu plus loin sur cet exemple très inspirant, chez Buurtzorg, finalement, le fondateur, c'est un infirmier qui en avait marre qui était devenu gestionnaire dans son organisation. Et il en avait marre parce que toutes les discussions qu'il avait avec les autres gestionnaires portaient sur la gestion, mais non pas sur le patient. Et donc, finalement, il a décidé, parce qu'il ne trouvait plus de sens à travailler dans cette organisation-là, de fonder sa propre entreprise, une entreprise qui respectait ses valeurs. Et donc, ça a donné naissance à Buurtzorg. Puis Buurtzorg, aujourd'hui, depuis 5 années consécutives, est le meilleur employeur hollandais. Le taux de satisfaction des patients est vraiment très, très élevé. Donc, un autre beau modèle qui prouve que c'est possible dans toutes sortes de domaines de composer avec toutes les règles, la conformité réglementaire et d'être agile. Et je terminerai en disant que tous ces modèles que je vous cite, ce sont des organisations qui font confiance aux gens. Et ça a été le point de départ pour la suite de toute la transformation, faire confiance aux gens puis les responsabiliser par rapport à ce qu'ils font. Alors, merci tout le monde. Ça m'a fait plaisir d'animer ce webinaire. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes à tous et à
toutes et j'espère qu'on poursuivra la discussion lors d'une des prochaines diffusions de la formation agilité organisationnelle. Merci, au revoir.